Trump-Iran, le détroit d'Ormuz au cœur d'une nouvelle escalade. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite plus d'un cinquième du pétrole mondial, est redevenu l'un des principaux foyers de tension de la planète. Alors que l'Iran affirme avoir fermé cette voie maritime jusqu'à nouvel ordre, Donald Trump annonce que les États-Unis vont en prendre le contrôle et qu'ils seront désormais payés pour en assurer la protection. Dans le même temps, les frappes se multiplient entre les deux pays. Des bases américaines sont visées dans plusieurs États du Golfe et les marchés redoutent de nouvelles perturbations sur l'approvisionnement énergétique mondial. Alors sommes-nous en train d'assister à une simple démonstration de force ou à une nouvelle étape dans la confrontation entre Washington et Téhéran? Quels sont les enjeux militaires, juridiques, économiques et diplomatiques de cette crise? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct depuis Agadir Mohamed Zahour, expert des relations internationales et professeur à la faculté de droit d'Oujda. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, une fois de plus, le détroit d'Ormuz concentre toutes les tensions. Pourquoi cette étroite voie maritime est aussi stratégique pour l'économie mondiale ? D'abord, on peut dire que cette fois-ci, cette guerre vise essentiellement le contrôle de ces détroits. Pourquoi ? Parce qu'il constitue d'abord un passage stratégique, si je peux dire l'artère de l'énergie mondiale, et pas seulement l'énergie mondiale, mais les marchandises également destinées vers l'Inde, la Chine, etc. Il est constitué également une zone de conflit et également une zone notamment où la plupart des exportations, presque un quart, comme vous l'avez dit, des hydrocarbures passent par ce détroit. Le problème essentiel actuellement, c'est que les États-Unis voulaient contrôler ce passage parce que l'Iran vise à mettre, c'est-à-dire, ou bien à demander aux passagers de payer, et le droit international, c'est totalement, il a interdit ce genre de comportement parce qu'il s'agit d'un passage international et personne n'a le droit ce qu'on appelle le contrepartie, c'est-à-dire de payer le passage pour les navires. Oui, parce que c'est un passage soumis aux lois internationales qui profite à tous. Et l'Iran affirme avoir fermé le détroit jusqu'à nouvel ordre. Mais concrètement, est-ce qu'ils ont les moyens militaires d'empêcher la circulation maritime? Et techniquement, qu'est-ce que ça implique? Quelle chose est envisageable pour en fait mettre à bien cette fermeture totale dont il parle? D'abord, dès le début de la guerre, les États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ce qu'on appelle noyé 160 navires, c'est-à-dire de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un objectif stratégique, c'est d'assurer la circulation ou ce qu'on appelle l'ouverture de ce détroit. Donc, dès le départ, les premiers jours de la guerre, les États-Unis ont visé tous les navires. Presque 166 navires sont au-dessus de la mer, maintenant. Donc l'objectif déjà a été affiché par les États-Unis, que l'objectif c'est d'abord de neutraliser toute menace qui vise ce qu'on appelle la circulation des navires dans ce détroit. Après, il a essayé de viser ce qu'on appelle les ports. Et maintenant, hier, les États-Unis ont doublé les frappes contre l'Iran. Au départ, dans la première phase de la guerre, je pense que 80 frappes par jour. Hier, avant-hier, c'est plus de 140 frappes, notamment ils visent l'infrastructure sur les villes côtières, notamment les télécommunications, les bateaux, etc. Pourquoi ? Parce que l'objectif qui est affiché implicitement par les États-Unis actuels, c'est de contrôler, c'est-à-dire ce détroit et d'essayer de passer, c'est-à-dire de retirer toutes les cartes de ce on peut dire la carte principale de l'Iran. Oui, donc c'est pour cela que les États-Unis, il a relancé aujourd'hui et il a recommencé ce qu'on appelle le blocus contre l'Iran pour mettre plus de ce qu'on appelle de pression sur le régime iranien et notamment sur les gardiens de la révolution, parce que ce sont eux. Oui, alors c'est un objectif qui est bien affiché pour les États-Unis, parce qu'ils affirment qu'ils vont prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'ils seront désormais rémunérés pour le protéger. C'est là que ça change. Alors que faut-il comprendre derrière cette déclaration? Est-ce que Donald Trump est susceptible de changer les règles du jeu vis-à-vis de cette déclaration qu'il a donnée? Du point de droit international, c'est contradictoire parce que c'est un passage normalement international et tous les navires ont le droit de circuler librement. Et les États riverains, y compris l'Iran
et Oman ont le droit seulement d'assurer un petit contrôle d'afficher la situation, la sécurité, etc. du passage. C'est tout. Mais maintenant, la déclaration de Trump, c'est-à-dire qu'il sera rémunéré, je pense que sur le plan de sécurité, peut-être que ce sont des États du Golfe qui ont demandé à Trump d'intervenir et peut-être qu'ils vont prendre en charge, c'est-à-dire les frais de sécurité, d'intervention militaire et d'assurer le passage des navires. Je pense que c'est ça qu'il veut dire, parce que le droit Mais international... derrière ce message, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie de dissuasion, d'un message tout simplement politique, ou bien d'un véritable changement de doctrine américaine ? Je ne suis pas dans le changement de doctrine, mais je pense que aussi c'est une sorte de mettre plus de pression sur l'Iran, parce que la seule carte qui reste maintenant pour l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Il essaie de l'exploiter pour avoir plus, c'est-à-dire de points favorables sur le plan des négociations. Maintenant, la déclaration de Trump, c'est de mettre plus de pression parce qu'il a déclaré qu'il peut utiliser toute la force américaine pour pouvoir contrôler ce détroit. Et je pense que ça sera, c'est quelque chose qui peut bouleverser le régime iranien s'il perd il ne le contrôle pas. Mais si les États-Unis contrôle ce passage, je pense que l'Iran n'a plus de moyens, n'a plus de cartes à jouer pour pouvoir achever les négociations avec les États-Unis et l'Occident en général. Donc, Trump voulait, c'est-à-dire mettre plus de pression sur l'Iran, mais rien n'empêche également, vu la force militaire américaine, je pense qu'il peut assurer bien sûr le contrôle. Déjà, ces 24 heures, les États-Unis a arrivé à faire passer plus de 20 navires, malgré que l'Iran a déclaré la fermeture de ces détroits d'Ormuz. Mais les États-Unis, avec ces navires, avec la puissance militaire navale, il arrive quand même à guider les navires de passer, malgré, c'est-à-dire les menaces de l'Iran, et également malgré la déclaration de l'Iran, c'est-à-dire de la fermeture de détroit d'Ormuz. Mais alors on voit que ce détroit d'Ormuz, il fait un peu pencher la balance dans cette guerre depuis le mois de février. Mais qu'en est-il du droit international, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Iran? Un État peut-il être en capacité de revendiquer la protection d'une voie maritime soumise aux lois internationales en contrepartie d'une rémunération? Non. D'abord, le droit international, notamment la Convention de 1982, de Montego Bay, c'est la Convention, normalement, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il faut séparer entre ce qu'on appelle les détroits et les canaux. Les canaux comme Suez et Panama, ce sont des canaux qui ont été construits et faits par les hommes, par les États. C'est-à-dire, c'est un investissement. Donc, voilà, artificiel. Donc, l'État a le droit de ce qu'on appelle de mettre un accord, et de recevoir une partie de passage de payer de certains navires. Mais au niveau des détroits internationaux, c'est-à-dire des détroits naturels, normalement, le droit international, il assure ce qu'on appelle le transit pacifique de tous les navires. Un transit pacifique et une liberté de navigation. Voilà. Le problème de détroit d'Ormuz, c'est que c'est un détroit qui est très étroit, parce qu'il y a d'abord les eaux territoriales iraniennes et les eaux territoriales omanaises. Le problème, c'est que Oman a déjà signé un accord avec l'Iran en 1975, mais l'objectif, c'est tout d'assurer ce qu'on appelle un petit contrôle et d'assurer la sécurité de passage. Et l'Iran, il ne fait pas partie, il n'a pas ratifié la convention de 1982, y compris également les États-Unis, il n'a pas ratifié cette convention de 1982. Mais Oman a ratifié cette convention, donc c'est vraiment un défi pour le droit international. Donc ce détroit constitue un défi pour le droit international. Je pense que le droit coutumier, c'est la solution pour, c'est-à-dire assurer un passage pacifique de tous les navires au niveau de ces détroits. Mais malheureusement, avec cette guerre, je pense que peut-être qu'il y aura, c'est-à-dire le retour à la situation d'avant la guerre. C'est-à-dire le passage sans paiement et le passage pacifique de tous les navires.
Mais alors, ceux qui persistent face à cette situation, c'est bel et bien le risque d'une escalade régionale, parce que l'Iran menace de considérer toute coopération militaire des pays du Golfe avec Washington comme un acte de guerre. Les monarchies du Golfe peuvent-elles encore rester à l'écart du conflit tout en poursuivant les efforts de médiation ? Donc, les pays de Golfe préfèrent le voie diplomatique, pacifique, pour régler ce problème, cette guerre, mettre fin à cette guerre. Mais malheureusement, l'Iran, il essaie de cibler, il n'a pas les moyens pour cibler les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cible les bases américaines dans certains. C'est-à-dire la surprise, cette fois-ci, c'est que la première fois, l'Iran vise la Jordanie. C'est pour la première fois. Et également, il a visé il a dit qu'il a visé certaines bases américaines parce que je pense qu'il n'a pas les moyens pour viser ce qu'on appelle les navires ou bien les porte-avions américains. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des navires américains militaires pas loin, c'est-à-dire Détroit, parce qu'il assure le contrôle, il assure le passage des navires au niveau de Détroit d'Ormuz. Et je ne comprends pas pourquoi les Iraniens ne visent pas ces navires. Ils essaient de viser ce qu'on appelle la souveraineté de ces États-là. Et je pense que les États-Unis, il a beaucoup armé, il a armé ces États. Donc, je pense que l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, je pense qu'ils ont les moyens, les missiles nécessaires pour se défendre contre ces attaques. Ils préfèrent laisser le rôle aux États-Unis au niveau de la guerre. Et c'est le cas d'ailleurs de cette guerre de cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas l'intégration d'Israël. Donc l'Iran n'a pas jusqu'à ce jour-là touché Israël. Donc, je pense que c'est les États-Unis, toutes seules, qui a dirigé cette guerre. Et je pense que avec le soutien implicitement de ces pays du Golfe, mais je pense que la médiation travaille toujours. Il y a toujours le rôle du Pakistan. Oui, parce que malgré cette escalade militaire, les médiations sont toujours en cours avec le Qatar, Oman et le Pakistan. Existe-t-il encore une fenêtre diplomatique? On l'a un peu évoqué avant, mais est-ce que l'espoir est toujours présent? Oui, l'espoir est toujours présent, notamment que l'Iran déclare qu'il est prêt à revenir à la table et à trouver des solutions. Il a envoyé des messages au Pakistan, au Qatar. Je pense que peut-être dans quelques jours, il y aura quand même encore la reprise des négociations parce que sur le plan technique, il y avait déjà des problèmes. Au niveau également des programmes nucléaires iraniens, il y a encore un désaccord fatal, je pense, entre les États-Unis et l'Iran. Et je pense avec cette pression militaire et de blocus, je pense que peut-être qu'il va revoir, c'est-à-dire sa stratégie en matière de négociation, et peut-être qu'il va encore céder davantage aux États-Unis dans ce sens. En plus du risque militaire et stratégique, l'autre risque est aussi économique. On l'a vu depuis le début du conflit. Les marchés suivent avec inquiétude l'évolution de la situation. Quels seraient les effets d'une perturbation sur le long terme du trafic dans le détroit d'Ormuz et donc par extension sur les prix du pétrole et peut-être sur une nouvelle flambée de l'inflation mondiale? Quels seraient les principaux effets? Je pense que les États-Unis a déjà pris en considération ce constat. Donc, il a essayé d'assurer l'approvisionnement du Venezuela. Et également, malgré cette troisième guerre, ce troisième jour ou quatrième jour de guerre, je pense que le prix du pétrole, d'après Oil Price Today, c'est $80. Le Brent est à $80. C'est-à-dire, il n'y a pas une augmentation. Donc, pour les États-Unis, c'est pas un menace puisque le pétrole ne dépasse pas 120, 150, oui, on n'arrive est pas loin à du pic des $100, oui. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les États-Unis pensent toujours il peut encore gagner, c'est-à-dire quelques jours de guerre, puisque le pétrole mondial reste encore dans des prix de 80, $75. Donc c'est faisable. Deuxièmement, c'est que il y a ce qu'on appelle, je pense, d'autres passages. Il y a également ce qu'on appelle la transformation, également l'utilisation des énergies renouvelables, et c'est le cas d'ailleurs pour la Chine. Qui a déjà avancé dans ce sens-là et devient, je pense, moins dépendante de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Oui. C'est pour cela que je pense que les prix restent stables. Il n'y aura pas plus d'inflation dans le moyen terme.
Mais en parlant de dépendance, justement, l'Europe dans tout ça reste malgré tout dépendante des importations d'énergie, excusez-moi. Est-elle particulièrement exposée à cette crise? Et aussi, quelles pourraient être les conséquences pour les économies importatrices comme le Maroc? Mais le Maroc, je pense qu'il a déjà signé des accords avec certains pays sûrs, notamment les États-Unis également, et également d'autres pays pétroliers. Je pense sur ce sens-là, sur ce volet-là, le Maroc est bien sûr. Il a assuré ses approvisionnements, notamment à travers des accords avec des pays. C'est vrai qu'il y a des impacts, je pense, sur certains produits biochimiques qui ont en relation avec la production du phosphate. C'est ça où il y a, je pense, un impact sur le produit phosphate marocain et la démarche, la stratégie du phosphate. Mais sur le plan des pétroles et des gaz, je pense que le Maroc a tous les moyens, a tout ce qu'on appelle sur le plan juridique, sur le plan, c'est-à-dire sur le plan des accords, il a assuré l'approvisionnement de notre pays. Et également, il continue ce qu'on appelle la construction, ce qu'on appelle des stocks stratégiques. C'est pour cela que nous avons construit maintenant au port de Nador pour assurer ce qu'on appelle l'approvisionnement de notre pays et assurer une sorte, au moins, c'est pas de souveraineté énergétique, mais il va contribuer à la souveraineté énergétique à travers la construction de ces stations stratégiques de stockage. Oui, et est-ce que pour l'Europe, le bas blesse? Est-ce que c'est compliqué justement de faire face à cette nouvelle menace liée à l'énergie pour l'Europe? Pour l'Europe, d'abord, il y a ce qu'on appelle parfois les États-Unis évitent les sanctions contre le produit pétrolier américain pour ce qu'on appelle faire baisser les prix. Et également, les États-Unis, à travers d'abord des investissements qu'il a fait dans plusieurs pays, y compris le Venezuela, il assure, il va assurer l'approvisionnement vers l'Europe. Et l'Europe actuellement, dans cette période de l'été, il n'y a pas une forte consommation, je pense, au moment de l'hiver où il y a une forte, c'est-à-dire demande sur les produits énergétiques. Et l'Europe également, il a conduit déjà, comme je l'ai dit, une transition énergétique vers les énergies renouvelables très importante, et les énergies vertes. Et je pense que ça sera l'alternative et de ce qu'on appelle de mettre fin à cette dépendance forte avec ce qu'on appelle les énergies fossiles. C'est pour cela que l'Europe pense actuellement à ce qu'on appelle à investir plus des milliards, des centaines de milliards de dollars dans une tendance, bien sûr, d'assurer ce qu'on appelle la souveraineté énergétique verte. Et pour finir, en quelques mots, quel scénario vous paraît aujourd'hui le plus probable? Est-ce qu'on pourrait imaginer une désescalade diplomatique, une confrontation militaire limitée contenue ou une crise durable qui continuerait à peser sur les marchés mondiaux? Oui. Jusqu'à maintenant, puisque les États-Unis ils maîtrisent bien le marché mondial des énergies, je pense que cette crise, ça va pas durer très longtemps et je pense que le processus de négociation va encore relancer à travers, bien sûr, l'intervention des pays médiateurs, notamment le Qatar et le Pakistan. Et je pense que la solution sera trouvée actuellement entre les États-Unis et l'Iran et cette solution est dépendante de ce qu'on appelle l'Iran doit tenir ses engagements, notamment en matière nucléaire. Il doit également soumettre ce qu'on appelle à l'application du droit international au niveau de la gestion de ces droits parce qu'il n'a pas le droit ni de contrôler ni de demander ce qu'on appelle du contre les navires parce que la Convention de 1982 ne permet pas ce genre de comportement, notamment dans les détroits naturels internationaux qui doit être permis, ce qu'on appelle une libre circulation, transit, c'est-à-dire une libre transit de tous les navires internationaux. Donc, affaire à suivre alors et merci à vous Mohamed Zahour qui, je le rappelle, est expert des relations internationales et professeur à la faculté de droit d'Oujda. Merci à vous. Merci à vous.